Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Salut Olivier. Salut Philippe. Tu vas bien? Ça va et toi? Et j'ai envie de saluer les personnes qui nous écoutent. Mais bravo Philippe. Au bout du 6e ou 7e épisode. 7e épisode, effectivement. C'est la première fois que j'y pense, donc bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Prochaine fois, tu... Non, ouais, voilà. Je serai parfait la prochaine fois. Au top. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler des objets connectés. L'Internet des objets connectés, effectivement. IoT, comme on dit. ITO IoT en anglais, t'as raison. On a eu un moment de flottement, mais j'ai eu un doute, moi aussi. Non, je crois que t'as raison. Internet of Things. Internet of Things, on en parle beaucoup, puisque on évalue que d'ici 2020, on en aurait peut-être 80 milliards autour de nous. Les capteurs sont de moins en moins chers pour les fabricants. La connectivité s'est améliorée, la qualité d'analyse pour ceux qui exploitent ces données et les retransmettent derrière s'est également perfectionnée. Donc on évolue vers des objets connectés un petit peu plus foisonnants. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool tant qu'ils sont utiles. Et j'avoue. Il y a un peu tout et n'importe quoi, hein, en vrai. On en parlera pendant l'épisode. On en parlera d'autant que ça recouvre différents secteurs. On parle beaucoup du wearable, de la voiture autonome, des smart cities, des bracelets, des brosses à dents, enfin tous les objets du quotidien que vous pouvez connaître. Le biberon connecté. Le biberon connecté. Oh là là. Incroyable. Et on a envie quand même d'en revenir à la base. Qu'est-ce qu'un objet connecté en réalité? Et tu me poses pas la question, bah, j'espère. Je te pose pas la question, j'aimerais bien y répondre. Alors, bah, je t'en prie, répondons. Qu'est donc l'Internet connecté? Alors malheureusement, on n'a pas de définition juridique au sens propre du terme, mais le bon sens nous invite à croire que ça reste un instrument, un appareil, un objet qui est lui-même doté d'un capteur qui permet de recevoir et d'envoyer des données sans fil qui vont par la suite être exploitées. Donc ça recouvre il y a différentes conditions pour être qualifié d'objet connecté. Maintenant, malgré cette définition, j'ai toujours un peu du mal à me dire ça c'est un objet connecté, ça c'en est pas un. J'ai cru comprendre à un moment que les puces RFID c'était des objets connectés et que par extension les passes Navigo étaient des objets connectés, mais j'ai l'impression que je me trompe. Ouais, je pense à différentes choses sur ce que tu viens de dire. La définition que j'ai trouvée la plus courte et la plus percutante, c'est que l'Internet des objets connectés, c'est l'extension d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Et l'expression qui est utilisée, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça, c'est le Web 3.0. On avait le Web 1.0 et le Web 2.0 quand c'est devenu participatif, et maintenant le Web 3.0. Effectivement, pas de définition juridique, puisque heureusement, pas de loi. J'espère pour l'instant. Quel enfer. Si on a besoin de faire une loi à chaque technologie, on va pas s'en sortir. Mais des critères, effectivement, on a eu cette petite conversation en off avant, quand tu m'as expliqué que pour toi, le pass Navigo était un objet connecté. Et alors là, je suis complètement pas d'accord avec toi. Mais j'avais vu un article sur la semaine juridique, effectivement, j'ai des lectures un peu troubles, d'une avocate qui s'appelle Caroline Laverdet et qui définissait un objet connecté comme un objet jumelé à un smartphone ou relié à un réseau sans fil et qui propose aux consommateurs des services dédiés en traitant des informations de toute nature collectées au moyen de capteurs. Du coup, on a quand même quelques critères pour permettre de caractériser un objet connecté et qui me permettent d'affirmer qu'un pass Navigo n'est pas un objet connecté. Sinon, le badge qui t'emmènerait à la cantine, ce serait aussi un objet connecté et je pense que ce n'est absolument pas le cas. Donc... Alors, pour ma défense, sur le pass Navigo, il y a quand même des capteurs. Mais en revanche, c'est pas un capteur, c'est une puce. C'est une puce et un lecteur optique qui lit les informations qu'il y a sur la puce et qui permettent de savoir si ton abonnement mais est la actif définition ou pas. d'un capteur, c'est de collecter des données à un moment donné, non? Juste de les valider, non, il n'y a pas d'enregistrement. Enfin, je croyais, je pensais. Enfin, ou peut-être s'il y a un enregistrement. En tout cas, ta carte en tant que telle ne produit pas d'autre effet que t'ouvrir une porte. Pour moi, il n'y a pas de... les cartes, oui. J'en doute pas trop. Tu vois, et ça permet... Enfin bon, je suis très dubitatif sur cet exemple. Mais en revanche, sur je sais plus si c'est le 3e ou le 4e critère que tu citais,
sur, l'utilisation des données et l'usage qui peut en être fait, c'est un point qui est important puisque effectivement ces objets ont quand même normalement un sens et une utilité. Ouais, effectivement, mais leur utilité, elle se trouve c'est-à-dire que pour moi, c'est un objet un peu du quotidien et qui se retrouve avec des fonctionnalités supplémentaires du fait d'être relié à internet. Du coup, on a vu sortir tout un tas d'objets. Je pense qu'un des premiers, c'était, le frigo connecté. Mmh. On a vu les télés connectées. Ouais. Du coup, le frigo connecté, je sais pas si tu te souviens, mais c'est un frigo où en gros, tu as une notif sur ton smartphone, parce que tel ou tel aliment, enfin tel ou tel produit que tu avais placé dedans, n'était plus là. Donc c'était un Donc peu ça un t'avertit qu'il faut aller faire les courses. exactement. Super. Il y a eu tout un tas de déclinaisons des objets connectés, donc on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet. Je pense que le plus connu, c'est, les assistants vocaux, les assistants, connectés, type Google Home, Ah type ouais. les enceintes connectées. Ouais, avec mais qui ont des assistants vocaux Ouais, embarqués, ouais, ouais. type Amazon, Echo, Avec Alexa, Alexia et Google Home. ouais, Et il y et il y a a également Apple qui a sorti, la sienne, ouais. mais qui est moins, peut-être, un peu plus axée sur la musique, hein. Ah bon, je connais pas. Par contre, j'ai découvert Kakao avec Cacao, je ne connais pas. c'était un fabricant coréen avec Kakao Mini qui se place comme le concurrent, de Google Home. Est-ce que toi, ça te fait triper? C'est un truc que tu aimerais avoir chez toi? Alors je crois pas forcément, non, non, je suis pas un client à titre personnel de ces ouais, j'ai toujours du mal à parler à un objet, en fait. Je crois que c'est pas encore naturel pour moi et je crois un exemple, c'est sur les smartphones. Maintenant, on a toujours un assistant vocal embarqué, Tu Siri sur Apple et il y en a un sur Android. ouais, Je sais même pas le nom d'ailleurs, mais je l'utilise pas, en fait. tu fais pas du OK Google? Jamais. On vient de tester parce qu'on a 2 Android, il y en a aucun des 2 qui s'est déclenché, donc je pense qu'on a désactivé tous les 2 la fonction. Non, non, Hem, bah, moi je l'utilise pas, même j'ai des potes qui utilisent la fonction, parfois les fonctions vocales pour Appeler, dire: «Je veux envoyer un ouais. email à machin». Moi j'ai pas cet Mais je pense qu'en automatisme-là. fait, c'est que sur le smartphone, en tout cas, je suis un peu comme toi, ça me parle pas trop, dans le sens où j'utilise dans des lieux en public pour la plupart du temps. Mais en revanche, franchement, avoir une enceinte connectée chez moi où je ferais, donne-moi la recette ou quelle est l'info ou quelle est la météo, je pense que ouais, moi ça me ferait un peu triper quoi. J'avoue que Tu fais ta liste de Noël. je fais ma liste de Noël, on va lancer une cagnotte Ça coûte Litchi. combien une Google Home, Ça coûtait, je crois, Parce la qu'il y a 2 première versions, hein, c'est ça? 150 € et ils en ont Et laissé il y la a la mini mini. à 59, non, il me semble, Ouais, et en plus le tarif est vraiment, enfin bah ouais, moi non je trouve que mais c'est abordable. bah ouais, c'est complètement C'est abordable, ouais. vraiment une manière intelligente d'entrer, dans les maisons C'est sûr. pour, commencer à connecter d'autres services pour les boîtes. Ouais, parce que c'est plutôt bien pensé. Si tu regardes celle d'Amazon, en fait, elle est interconnectée avec leur service Amazon et tu peux dire, Ouais. «Commande-moi ça» et directement le truc est commandé ou «Commande-moi un Uber» et Mmh. enfin Oui, et par extension, si ton frigo est vide ou, que tu as besoin d'un objet très rapidement, tu peux juste le dire et ça arrive chez toi bientôt. exactement. Alors par contre, plusieurs faits divers autour de la mise en place de ces technos. Beaucoup, oui. Beaucoup. Vas-y, tu veux en parler d'un en particulier? Alors il y en a plusieurs, un qui est quand même encore assez récent, c'est celui des aspirateurs, Roomba. Ouais. Alors les aspirateurs Roomba, vous savez, c'est les aspirateurs qui sont tout ronds et qui bougent tout seuls dans votre appartement et qui vont aspirer en fait, tout seuls. Donc ils se déplacent, lentement et sont censés détecter un petit peu les obstacles, et les murs. Et ils se sont aperçus, je sais plus si c'était cet été, Il me semble, ouais. qu'en réalité ils quadrillaient, qu'une partie quadrillait, les superficies des logements de certains détenteurs de cet aspirateur et que les données étaient renvoyées à l'entreprise. Qu'il a partagé aussi avec Apple et Ah oui, avec Google parce qu'il me semble qu'il y avait un truc, ça permettait de faire une carte de ton appartement et du coup, ça permettait d'identifier la taille des pièces, du coup leur superficie et en fait, comme, Google voulait lancer son Google Home, ça permettait de savoir la taille des pièces et du coup le son, comment tu configures le son, par ah donc rapport les à données étaient carrément ouais, exploitées ouais, ouais, en ce sens-là. commercialement, ouais. D'accord. Juste sur les assistants, enfin ouais, les enceintes connectées, il y a eu 2 faits divers. Il y en a un qui m'a bien fait marrer. J'ai vu qu'il y avait
une enceinte intelligente. En l'absence de son propriétaire, en fait, elle s'était mise elle s'était elle poussait le volume à fond. OK, Et envie du coup, d'écouter un bon son, en fait. enfin, tu rentres Bien. chez toi, t'as les flics qui ont défoncé la porte parce que ton enceinte s'est mise à hurler. Ça permet de relativiser l'intérêt de l'objet. Et c'était là, ouais, le haut-parleur Amazon Echo. Donc, entre 1h30 et 3h du matin, le truc s'est mis à hurler. Bonjour l'enfer. Sympa. Et l'autre, c'est pour la Google Home Mini. En fait, il y a un journaliste américain qui avait reçu un modèle d'essai. Mmh. Et il s'est rendu compte qu'en fait, l'ensemble de ces conversations avait été enregistré sur les serveurs de Google. Enfin, l'ensemble de ces activités, en fait, puisque c'est aussi un micro et donc ça permet de transmettre directement à Google toutes les infos. Et il s'est rendu compte que les diodes de l'enceinte, elles se rallumaient automatiquement sans qu'en en fait, il ait besoin de dire OK Google ou qu'il y ait une surface tactile ou qu'il la touche. Et du coup, il s'est empressé, je crois, de faire un tweet pour en fait alerter Google. Et ils ont mis à jour le logiciel Mmh. de l'enceinte pour corriger le bug. Et voilà, Ils ont corrigé ou ils ont désactivé une partie de leur je crois fonctionnalité? qu'ils ont corrigé le bug, mais Ouais. effectivement, il me semble qu'ils ont désactivé de façon définitive les fonctionnalités tactiles de l'enceinte. Donc, C'était vraiment à la période de lancement, ouais, cela dit, donc où il y a des tests. Et donc, du coup, en ouais. fait, c'est maintenant, si tu veux l'allumer, il n'y a plus que OK Google qui permet de Mmh. basculer en mode fais ce que je veux. Mais effectivement, il y a j'imagine que tu vas en parler après, mais c'est un peu, ça pose au milieu du débat le thème du respect de la vie privée et de Oui. se dire est-ce que c'est pas des mouchards tous ces objets. Oui, donc pour nous, à la fois en tant que citoyens et puis aussi pour les juristes qui bossent dans les entreprises qui sont en charge de développer ce type de produit, c'est vrai que ça pose tous ces risques, assez majeurs de défaillance de ces objets. Un objet qui peut déconner tout d'un coup et commencer à enregistrer à l'insu d'autres utilisateurs des données, alors que la finalité n'était pas très bien identifiée. Et ça pose également donc ce problème de surveillance clandestine et aussi d'autres défaillances qu'on peut avoir dans ce type d'objet, comme tu disais, le Alexa qui pousse le volume à fond, C'est l'enfer. c'est un enfer. Nous, on avait deux. Enfin, et franchement, des objets connectés, finalement, quand tu réfléchis, il y en a plein. Toi, t'en as? Tu me parlais de miroirs connectés, Ah, je toi? t'ai parlé de miroirs connectés. Et je connaissais pas, en fait. Bah, c'est un miroir, il y en a plusieurs qui ont été lancés, qui permet en fait bon, bah, c'est un miroir classique, donc il te renvoie ton reflet, mais dedans, tu as des informations qui sont incrustées et notamment, on avait trouvé, Echo, c'est un miroir qui donne l'actualité, qui Mmh. donne des conseils pour aider à nouer, une cravate. Ça doit te parler. D'accord. Et c'est, commercialisé par une société française qui s'appelle Miliboo. Donc voilà, en fait, tu Mais travailles à la c'est-à-dire qu'il y a une caméra sur le miroir alors franchement, là, tu me poses une colle qui parce que très est-ce que, sincè enfin, enfin, j'imagine, le truc, tu te mets devant, il y a une caméra qui regarde un oui, peu forcé je comment sais pas tu si es, enfin, oui, oui, ça peut pas être juste un miroir simple. Il doit oui, y sinon avoir il y a un pas miroir d'interaction, ouais. non, mais il doit y avoir un miroir, un film dessus, une caméra en face Ouais qui t'identifie et et après qui ça te renvoie de envoie l'info sur, exactement sur la partie, devant le miroir. Parce que OK, sinon, comment faire un nœud de cravate en 8 étapes. ouais, voilà, ça donne ton horoscope, ça te fait des tutos maquillage, je pense que les modèles hyper poussés, ils pourraient te dire: «Oh là là, vu, je sais pas moi, le temps, Mmh. je sais pas, vu la gueule que tu as ce matin, tu as intérêt à te mettre telle crème», Non mais enfin, ne tu vois? va ne va juste simplement pas au boulot, en fait. Retourne te Reste chez coucher. toi. Non, mais tu vois, tu pourrais imaginer des partenariats entre le miroir et des Ouais. crèmes de soins, pour en fait, mieux passer, Alors enfin, sur le marketing, j'ai aucun, on sent là qu'en fait, quand je parle de beauté féminine, on est vraiment à l'arrache, qu'on j'ai un vocabulaire, on sent que je maîtrise pas le sujet, on est alors d'accord. peut-être que tu maîtrises pas, mais tu anticipes quand même bien les problématiques dans le sens où, tu sens que d'un point de vue marketing, tu parlais là au dernier épisode de profilage ou peut-être l'avant-dernier, de profilage, de ciblage publicitaire. On est carrément dans ces, On y est, ouais, ouais. pas dans ces problématiques-là, mais en tout cas dans un usage qui potentiellement peut être détourné quand tu as un objet, connecté qui a une finalité vraiment très, très propre. Où finalement, bah, un fabricant, un éditeur va peut-être, par d'autres moyens, essayer de trouver d'autres informations et les balancer à des tiers qui en auront un usage. Ouais, ouais, ouais. Je parle notamment, dans tout ce qui est wearable, tu sais, les bracelets connectés pour évaluer, est-ce que tu marches suffisamment et cetera? Est-ce que tu es en bonne santé? Alors, il n'y a pas encore ce type d'assessment, récurrent et très fiable. Mais pourquoi pas, imaginer, dans un futur,
malheureusement peut-être proche, qu'il y ait une fuite auprès d'assureurs qui vont ensuite, graduer, toi, Les ta produits note en tant d'assurance en que fonction de ouais, exactement. Donc ça, ce sont des sujets qui sont quand même assez inquiétants, qui méritent d'être encadrés, un minimum. bah, alors, je sais pas si ça mérite d'être encadré ou si ça l'est pas déjà et en fait, la réglementation actuelle, elle est pas suffisante. Enfin, tu vois, Ouais. typiquement, je pense à la loi informatique et liberté qui va, être, réformée par l'entrée en vigueur du règlement européen, Mmh. au mois de mai prochain. Enfin, globalement, c'est pas un frein aux abus et aux contournements donc je sais pas s'il y a enfin, clairement, il va pas avoir une nouvelle loi, très prochainement, mais Et pour tu le penses coup la loi informatique et liberté est pas suffisante aujourd'hui à l'heure je actuelle pense que pour encadrer, ensuite, c'est un avis un peu personnel, mais je pense que les lois sont pensées par des gens, donc le législateur qui considère que, les gens comme toi et moi, en fait, ils sont extrêmement inquiétés, de l'usage mmh. que l'on peut faire de leurs données personnelles et je pense qu'on a tous cette inquiétude et en même temps, il y a énormément de gens comme moi qui, s'en foutent un peu. Donc voilà, moi j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte machin, Ouais, et mes données, je sais pertinemment qu'elles sont, collectées, traitées, analysées, partagées mais pour autant, bah, ça m'empêche pas d'utiliser les services. Donc tu vois, il y a un peu ce ouais. contraste et finalement la loi, elle met énormément de freins qui sont des freins pour les entreprises, mais pour nous, les citoyens lambda, franchement, quand tu vois, les conditions d'utilisation, des sur les sites internet, toute la partie, Mmh. données personnelles, mais personne va jamais les lire, c'est imbitable. Moi, je Heu, trouve ça super intéressant comme point de vue parce que alors on répète souvent qu'on est dans une certaine tranche, d'âge, toi et moi. tu répété 2 fois toi, c'est pas cool. Heu et hem et en fait, on se dit ça dépend aussi de la perception des utilisateurs. Peut-être que les plus jeunes ont, ce besoin d'avoir, de savoir ce que les tiers font de leurs données et que nous aujourd'hui on a un petit peu, accepté ou ce type d'utilisation et jusqu'à une certaine limite et j'ai l'impression que ça dépend encore un petit peu des utilisateurs. Ouais, mais imagine, tu t'inscris à un service, et tu dis, «Voilà, j'accepte que telle et telle donnée, elle soit reçue par le site internet, où je m'inscris et j'ai une option pour que tel type de données, elles soient envoyées à Mmh. lui et une autre à lui». Enfin, tu vois, j'ai la maîtrise de mes données personnelles, mais de manière beaucoup plus poussée. Bah, je pense que ça changerait vraiment notre expérience, et d'internet et des applications et j'aimerais qu'un jour ce soit comme ça. Tu veux dire d'avoir le choix, Mais oui! ouais, ouais, ouais. Exactement, qu'on ait la maîtrise de nos données personnelles et Mmh je mh. pense que pour le coup, ça renverserait le rapport de force avec le GAFA. Et est-ce que le GDPR va dans ce sens-là avec, ce qu'il va imposer prochainement? Bah, je t'avoue que je ne suis pas, un fin connaisseur de la réglementation européenne, en matière de données personnelles, en tout cas le nouveau règlement européen, donc je ne saurais pas avoir un avis aussi précis. Je pense que c'est dans la tendance du Mmh. législateur que de renforcer les sanctions, d'augmenter les contraintes. Est-ce que dans les faits, ça va être, suivi des faits ou est-ce que ça va Mmh. être juste resté lettre morte et une déclaration d'intention parce qu'il y aura pas les moyens nécessaires derrière pour sanctionner ou parce que en fait, le texte est tellement flou qu'il y a plein de failles, bah, je peux pas te dire. Mmh. Je comprends. En tous les cas, c'est sûr que c'est dans l'esprit de beaucoup de personnes et les fabricants ont en tête de devoir concevoir leur objet dès le début en ayant la sécurité et en ayant, un contrôle des données personnelles qui vont circuler. Ouais et la protection de la vie privée des utilisateurs. Absolument. Maintenant, c'est vrai que moi aussi, hein, je partage, également un peu ton point de vue et puis mon utilisation, c'est que je lis pas évidemment toutes les conditions, lorsque je m'abonne lorsque je prends une appli, je vais pas regarder où est-ce que vont partir mes données et j'en reviens un petit peu sur le rôle des juristes. Les juristes qui, parfois ont peut-être besoin de s'exprimer sur ce sujet-là. J'avais vu un post qui était assez intéressant d'un directeur qui expliquait que peut-être un excès de réglementation ou de règles, hem, allait peut-être nuire, à la capacité des entreprises, françaises ou européennes à innover dans ce type d'objets connectés. Parce qu'il y a tellement en fait de choses, à respecter qui, en finalité pour les utilisateurs sont pas si importantes, que ça, que ça allait nuire un petit peu à la capacité d'innovation. Je sais pas si toi tu penses un petit peu la même chose ou?
Bah, c'est sûr que créer des lois toutes les 4 matins avec des contraintes Ouais. extrêmement, oui, j'allais dire contraignantes, c'est pas ça, mais des contraintes pour les constructeurs, pour les fabricants, pour les, distributeurs, c'est certain que ça tue un peu l'innovation ou sauf à décider de t'affranchir volontairement de certaines règles. Mais en l'occurrence, en matière de données personnelles, comme c'est un peu jugé comme l'activité phare et que, enfin, les données personnelles, l'expression consacrée, c'est que c'est le pétrole du 21e Mmh. siècle. Oui, si plus tu encadres, plus tu limites, plus tu donnes des formalités de déclaration, etc., etc., plus c'est difficile de lancer ton business dedans. Exactement. Très bonne analyse, merci. Non, pas du tout. Moi, j'avais juste un point qui m'a interpellé. J'ai vu la semaine dernière que la CNIL avait sorti un pack de conformité, pardon. Un pack de conformité, c'est un ensemble de recommandations, de bonnes pratiques pour un secteur d'activité défini, qui est défini avec les acteurs majoritaires de ce secteur. Et en l'occurrence, c'est un pacte de conformité sur les véhicules connectés. D'accord, Tu donc connais les véhicules connectés? est-ce que non, Tesla, c'est pas un véhicule connecté. La Non, Google Car peut-être? et je t'avoue que Google Car, Ah non, c'est c'est comme voiture Tesla ou auto pas? je Ouais, c'est les confonds voitures voi autonomes. Non, c'est les voitures intelligentes, c'est pas tout à fait pareil. Les voitures d'accord, je intelligentes, confonds. justement, elles sont pas concernées par ce pack. Alors juste pour remettre le pack en perspective, c'est suite à une réflexion qui a eu lieu avec les acteurs de la filière automobile, les assurances, les télécoms et les autorités publiques, et notamment les membres de la gendarmerie nationale, ce qui est intéressant, j'y reviendrai après. Et en fait, les véhicules connectés, c'est les véhicules qui communiquent avec l'extérieur via des capteurs. Par exemple, des applications mobiles, ou alors les autres véhicules qui ont eux-mêmes ce dispositif, ou les infrastructures, donc les panneaux de signalisation, etc., OK, etc. Et en fait, ça génère des données qui potentiellement peuvent être transmises soit aux constructeurs de l'automobile, soit à d'autres sociétés. OK. Et donc on s'est dit que bah, en fait, c'était des données qui pouvaient avoir une valeur économique notamment, et que du coup, il était nécessaire de poser un cadre. Et le premier enseignement posé par ce pacte de conformité, il faut que j'arrête de dire pacte, il faut que je dise pack de conformité, les données telles que le détail des trajets effectués, le style de conduite ou l'état des pièces du véhicule, lorsqu'on est capable de les croiser avec d'autres informations et qu'on est capable d'identifier une personne physique, toutes ces données-là, elles sont considérées comme des données à caractère personnel. Et pourquoi c'est important? C'est important parce qu'en fait, les données à caractère personnel, au regard de la loi en vigueur, ont un régime particulier et du Mmh. coup, on ne peut pas les collecter et les traiter librement. On est obligé, justement, on parlait des formalités tout à l'heure, de les déclarer à la Mmh. CNIL, d'informer les personnes concernées de l'existence du traitement de données personnelles qui est réalisé, etc., etc. Et un point qui me semblait intéressant, c'est que dans ce cadre, la CNIL a clairement identifié le fait que la police pourra demander à se faire communiquer des données personnelles générées par le véhicule, donc encore une fois des données relatives au style de conduite, dans le cadre d'enquête de police. Au style de conduite? Exactement. C'est D'accord. considéré comme une donnée personnelle. Demain, tu as un accident, on ne sait pas exactement qui est Tu as une responsable. conduite un peu agressive, Tu as une conduite un la peu police le nerveuse, sait, bah, elle est capable de reprendre les données de ton sympa. véhicule. Bah, c'est un peu flippant, non? Ah moi je vais rester avec ma Twingo moi. Bah, moi, je prends Autolib, je ne connais pas d'autre chose. Euh, Du coup, la CNIL a élaboré 3 scénarios de réflexion, en fait, en fonction de la façon dont les données étaient collectées et traitées. Et ce qui me semble intéressant, c'est moins que les règles qu'elle a pu poser, parce qu'à chaque fois, elle dit bah, dans tel scénario, voilà les types de données, voilà les types de destinataires, voilà les types d'usages autorisés, Mmh. non autorisés, etc., etc., la durée de conservation, machin. C'est plutôt les cas qu'elle a eu en tête et les usages autorisés, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu science-fiction. Moi, franchement, ça m'a fait penser à K2000. Je sais pas si tu te souviens. Le premier scénario, c'est un scénario qu'ils ont appelé in-in, c'est-à-dire que les données du véhicule restent à l'intérieur et elles ne sont pas transmises à un fournisseur de service ou au constructeur. OK. Donc elles Les sont usages stockées, sur la voi enfin dans la dans la voiture, voiture et ça bouge exactement. pas? Ou OK. alors sur une application, tu vois, tu Mmh. achètes une voiture, tu as une application Autolib. Oui, c'est retransmis, On n'a qu'à dire, et ça sur le petit reste entre écran, ton, exactement, OK. entre ton téléphone et ta voiture. OK. Et en l'occurrence, les usages dont il parlait, c'est le parking automatique ou assisté, qui est très utile quand tu ne sais pas faire un créneau. La détection de franchissement des lignes blanches. Donc, Ouais. il identifie que tu as franchi la ligne Mmh. blanche et en fait, il te met une alerte. Les alertes de risque de collision quand tu es trop proche du véhicule en face. Ou les applications qui te donnent des conseils en temps réel pour adopter une conduite qui soit une éco-conduite. OK. Donc, en fait, voilà, les objectifs de ce type d'usage, c'est l'amélioration de l'expérience de conduite à bord, l'amélioration de la conduite d'un point de vue sécurité routière, Mmh. l'assistance automatisée, le démarrage, l'activation de certaines commandes. Donc, c'est des trucs un peu basiques et ça reste entre toi et ton véhicule.
Ensuite, le deuxième scénario, c'est le scénario in-out. C'est-à-dire que les données sont collectées et elles sont transmises à quelqu'un en extérieur, que ce soit le constructeur ou un fournisseur de services. Qui va les exploiter? Qui va les exploiter pour proposer des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, une assurance personnalisée en fonction de ton style de conduite. Ok. Ou alors une assistance dépannage, ou alors des appels d'urgence en cas d'accident. Du coup, c'est assez. Plutôt utile, oui. C'est plutôt utile, mais en même temps, tu vois, tu fais une concession sur ta vie privée puisque tu acceptes de dire. Donc ça part, ouais. Bah ouais, mon style de conduite, c'est ça, et du coup, j'accepte de le donner à ça. Et peut-être qu'à terme, l'assurance, elle sera beaucoup plus chère parce que tu as un style de conduite un peu nerveux. Ouais, c'est clair. Mais non, mais. Fast and Furious, vaut mieux pas trop le crier sur les toits. C'est clair. Et du coup, j'ai découvert comme ça la fonctionnalité e-call. Donc, en cas d'accident grave, le véhicule déclenche automatiquement un appel. T'imagines ? Un appel à qui ? Vers le 112, le numéro d'appel d'urgence. Ah oui, ok. En disant, il y a un problème. Bah, au moins, c'est. Ou en cas de vol aussi. Ok, tu vois, c'est plutôt utile. Il y a une géolocalisation. Ouais. Oui, non, mais c'est toujours hyper utile. Encore une fois, avec une concession et un compromis exactement. C'est toujours cette balance Mm. entre tes libertés individuelles et qu'est-ce que tu as en contrepartie quand tu y renonces. Et le dernier scénario, c'est le in-out-in, c'est-à-dire que les données sont transmises à un fournisseur d'accès qui s'en sert pour déclencher à distance une action dans le véhicule. Mm. Donc, en fait, par exemple, il y a la maintenance à distance, c'est-à-dire que le conducteur reçoit des messages ou des alertes liés au fonctionnement du véhicule en temps réel ou les mises à jour techniques. En disant, voilà, la plaquette de frein est trop usée, il faut que vous la changiez. Par exemple, autre finalité, l'amélioration de l'expérience de conduite. C'est-à-dire que si on souhaite bénéficier de services pour améliorer l'expérience de conduite, un infotrafic dynamique avec l'envoi d'un nouveau parcours suite à un incident sur la route, des messages d'anticipation ou des alertes sur le fait qu'on ne conduit pas de manière écologique, eh ben, voilà, on peut utiliser cette fonctionnalité. Ok, dans ce cas-là, il y a un échange de données, ça part, et ça revient. Et il y a un autre message qui revient en conséquence. Bah là, Coco, tu conduis comme un bourrin, t'es pas du tout écolo. Est-ce que toi, tu penses que les objets connectés, ça pourrait être utilisé pour les juristes dans leur travail au quotidien ? Ah, on a déjà un petit peu parlé de ça. Je vois pas comment aujourd'hui, je sais pas. Non, peut-être avec les Google, les enceintes connectées, éventuellement, mais je vois plus comme une extension peut-être des chatbots où on fonctionne plus par écrit. On avait déjà eu ce débat après ensemble. C'est vrai qu'à l'ère où on a beaucoup d'open space et de bureaux partagés, l'enceinte connectée au milieu de quatre employés d'une direction juridique, c'est peut-être pas le mieux pour favoriser la concentration ou des échanges entre ces 4 personnes. Voilà. Si toi aussi tu souffres du bruit de tes collègues, tape dans tes mains. Là, on a un enregistrement très intime, donc effectivement, on n'est que deux. On est que deux, mais vous pouvez taper des mains dans le métro. Ou laisser un commentaire, ce sera bien aussi. Et ouais, moi je suis un peu dubitatif sur l'usage que peuvent en faire les juristes, mais c'est parce qu'en fait, dans mon mode de travail, je me rends pas très bien compte. Peut-être, en fait, là où je me dis que ça peut avoir un intérêt, c'est pour les gens, je sais pas, des utilisateurs ou des gens qui conçoivent des produits et qui ont besoin de recommandations sur des aspects juridiques, peut-être en utilisant, tu vois, des lunettes connectées, d'avoir toutes les informations juridiques mais vulgarisées qui s'affichent. Ah oui, pour les consommateurs, en fait. Exactement. Donc se placer de l'autre côté en poussant du contenu un peu juridique vulgarisé, mais pour des clients, tout à fait. Oui, je pense que ça aurait du sens d'avoir ce type d'informations un peu en live, des sortes de pop-up que tu vois sur une lunette, qui sont importants aussi juridiquement, et en fait d'avoir de l'information juridique de qualité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, pour les juristes vraiment d'entreprise, bon, pour leur quotidien, je me suis toujours dit qu'il y avait une courbe d'adoption des nouvelles technologies qui était toujours un peu lente dans notre milieu. Donc je pense qu'à fortiori pour tout ce qui est objet connecté, on va pas forcément aller dans ce sens-là tout de suite dans les médias. Puis je crois qu'il n'y a rien qui est sorti qui nous a inspiré vraiment. Ouais. Non, vraiment, non. Mais ça t'a laissé dubitatif, mais j'aime bien l'idée des lunettes connectées. Écoute, avec des CGV en live. Ouais, accepté. Ouais, non, mais je trouve ça intéressant. Legal design. Ok. Bah, merci beaucoup, Olivier. Bah, merci à toi, Philippe. Je pense qu'on a fait le tour, alors peut-être pas forcément, mais en tout cas on a parlé pas mal de premier sujets. aperçu. Si vous avez des commentaires, des questions à nous poser, encore une fois, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus les commentaires 5 étoiles, même si c'est bancal. Et à partager le son, le podcast où vous pouvez sur les réseaux. On est présent sur iTunes, SoundCloud et YouTube. Bonne semaine à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes.
Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com ou sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt.